Sud Radio, les routes de l'été, Vincent Ferniaud. Question d'été. Mes amis, la question d'été, elle a trait à nos bonnes résolutions pour les vacances, parce qu'il n'y a pas que le premier de l'an qu'on prend des bonnes résolutions, qu'on tient rarement d'ailleurs, en vacances, comme on change de rythme de vie, forcément, si on est hors de chez soi, hors du boulot et dans d'autres dispositions, c'est peut-être le moment de changer nos mauvaises habitudes. Les bonnes, on essaie de les garder. C'est le moment où on a du temps, effectivement. On va essayer de garder nos bonnes habitudes aujourd'hui. Souvent, on se dit, ça y est, je suis en vacances, j'ai du temps. Aujourd'hui, je fais du sport. À partir d'aujourd'hui, je mange sain. À partir d'aujourd'hui, j'arrête les réseaux sociaux de scroller pendant des heures. Oui. Mais est-ce le bon moment? Est-ce que c'est vraiment le moment de se motiver, d'aller à fond les ballons? Ou bien c'est le moment de se relâcher, de prendre du temps? Attendez, Morgane, il y a aussi exactement l'inverse. À partir de maintenant, je rebois du pinard ou de la bière. À partir de maintenant, je fume ce que je veux parce qu'on va pas m'emmerder pour descendre du boulot dans la rue parce que j'ai pas le droit de fumer à l'intérieur. À partir de maintenant, je me mets comme un coach potato, comme disent les Anglais, c'est-à-dire je m'allonge sur le canapé et je regarde des films. Enfin voilà, on peut aussi avoir toutes les mauvaises habitudes, mais on va faire le tri. On va faire le tri et on va demander à des spécialistes comme Joanne Averdi. Bonjour Joanne. Bonjour. Alors Joanne Averdi, qui est coach de vie et spécialiste en alimentation émotionnelle. Alors en premier lieu, qu'est-ce que c'est que l'alimentation émotionnelle? Moi je le connais bien, c'est les compulsions, j'imagine, notamment. C'est les compulsions, mais pas que en fait. C'est le fait de manger sous le coup des émotions. Manger à la moindre contrariété, on est triste, on est contrarié, on est frustré, on est anxieux, on se sent seul. Le retour vers le sucre dès qu'on est un peu mal. Ça, alors le sucre, c'est terrible. C'est à la fois une drogue et un réconfort. Mais c'est vrai que quand on a un petit coup de mou, c'est facile d'aller vers le paquet de biscuits ou le paquet de bonbons. C'est exactement ça. Et on va naturellement vers le gras et le sucré. Et en fait, il n'y a rien de magique ou de mystérieux là-dedans. C'est simplement en fait que le sucre va déclencher un afflux de sérotonine, qui est un neurotransmetteur en fait qu'on appelle aussi l'hormone du bonheur. Et puis le gras va provoquer une montée d'endorphine qui soulage la douleur, accroît le plaisir jusqu'à vraiment provoquer une sensation d'euphorie. Bref, c'est le meilleur moyen d'atteindre le nirvana. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le kouign-amann, par exemple, si vous êtes en Bretagne, ce mélange de beurre et de sucre, il faut bien le dire, c'est ce qu'il y a de pire. Alors c'est ce qu'il y a de mieux pour se réconforter, mais c'est ce qu'il y a de pire pour notre diététique. Sur le court terme, en tout cas, ça provoque vraiment un pic, on se sent high. Après, effectivement, sur le long terme, il y a d'autres conséquences. Du plaisir éphémère. Vous êtes également coach de vie. Vous avez beaucoup de demandes pendant les vacances, justement, ou c'est le moment où les gens se relâchent un peu et donc n'y pensent plus? Les gens ont tendance à effectivement se concentrer plus sur d'autres priorités. On va pas se mentir, l'été c'est un moment où on aime lâcher prise, avoir du temps pour soi, c'est vraiment l'occasion aussi de ralentir. Donc c'est aussi une bonne période pour faire le point sur sa vie et justement identifier ce qui ne va pas dans son quotidien pour pouvoir mettre en place des choses qui vont être pérennes et qui vont durer à la rentrée, parce que malheureusement l'été ne dure pas indéfiniment. Oui, mais c'est pas un moment où on aime se faire mal, sauf des masos du sport par exemple, parce que là, quand on fait du sport par exemple, quand on est même violent avec soi-même, là aussi on produit des endorphines, c'est-à-dire qu'au fond, il y a une récompense de l'effort. Oui, mais c'est intéressant parce que vous voyez ça comme une pratique où on se fait mal. En réalité, on peut aussi faire du sport en se faisant du bien, et heureusement, et c'est ça aussi qui contribue à faire évoluer nos comportements, c'est aller trouver les choses qui nous font du bien. Oui, mais Joanne, quand je dis se faire du mal, ça veut dire pas se faire du mal à soi, c'est l'effort, c'est-à-dire se faire un petit peu violence, quoi. Il faut s'y employer en vacances. Vincent, je pense qu'il y a une question à aller creuser dans votre relation au sport. Ça, c'est un autre sujet. C'est la coach de vie qui parle, Vincent. Oui, merci, on prend rendez-vous, on se verra après. Alors, on a également avec nous ce matin Anne Lefebvre qui est au téléphone. Bonjour Anne. Bonjour. Anne Lefebvre, vous êtes psychologue clinicienne et présidente de l'association Alerte Écran. Parce que, évidemment, dans nos mauvais comportements d'hommes et de femmes modernes, il y a ce rapport à tous les réseaux sociaux, notamment aux jeux vidéo, enfin tout ce qui passe par nos écrans électroniques, quoi. Voilà, alors l'association Alerte, c'est pour alerter, mais c'est l'association pour l'éducation à la réduction du temps écran. C'est une association qui a pour vocation d'informer les familles sur les effets problématiques des écrans excessifs, pour que les écrans restent au service et non pas pour asservir.
Donc on est centré sur le bord éducatif et les vacances, justement, c'est de se retrouver en famille et d'avoir l'opportunité de faire autre chose que de être chacun derrière son écran. Ne pas être esclave de son écran. Excusez-moi, mais votre son de téléphone est vraiment très très voilé. Est-ce que vous êtes en haut-parleur ou est-ce que vous êtes sur le micro? Non, je ne suis pas en haut-parleur. Ah, c'est mieux là. C'est mieux là, c'est mieux. C'est Benoît derrière la console qui fait des miracles. Merci beaucoup. Merci Benoît, notre réalisateur. Est-ce que pour autant, il y a peut-être aussi une affaire un peu générationnelle. Moi, j'entends beaucoup les parents se plaindre du rapport aux écrans de leurs enfants, c'est-à-dire grosso modo les jeunes. C'est vrai que dans les générations au-delà des cadras, on est moins accro à l'écran. Oui, sauf qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a des parents jeunes qui sont eux-mêmes dans une difficulté à gérer leur propre temps écran. Bien sûr. Donc ça devient un sujet familial, aussi bien pour les parents que pour les enfants et les adolescents. L'idée des vacances, c'est dans les meilleurs cas, c'est un moment où on peut se pencher, comme le disait Johan, sur soi-même, sur sa vie pendant le temps de travail ou le temps d'activité le reste de l'année, regarder un petit peu, faire le point. Et est-ce que c'est le temps des résolutions ou c'est juste le temps de la prise de conscience en ce qui concerne les écrans d'après vous? Moi, je dirais que c'est le temps de la prise de conscience et de pratiquer autre chose. Et donc de vivre en pratique et en concret d'autres façons d'être ensemble, en famille. Est-ce qu'il y a des gens qui vous consultent à l'approche des vacances en disant si c'est le moment de changer les comportements, comment aborder ce problème? Ça a coupé. On a perdu. On entendait un problème de réseau, effectivement. Petit problème de réseau ce matin du côté de Anne Lefebvre, mais c'est pas grave. On va la retrouver parce que nous, on a les écrans qu'il faut, et on les regarde que quand il faut. Johan Averdi, on parlait de l'alimentation. Évidemment, c'est une des grands problèmes de compulsion, puisque vous le disiez, il y a cette activation du circuit de la récompense. On en entend de plus parler. L'idée, c'est de se faire du bien. Enfin, je veux dire, le bien immédiat, comme si le plaisir physique était l'ennemi du bonheur, c'est-à-dire à plus long terme. Effectivement, c'est pour ça en fait que toute la question de est-ce que c'est le moment de prendre des résolutions, ça interroge aussi ce que sont les résolutions. On a tendance à voir ces habitudes comme mauvaises et à vouloir s'en débarrasser. Moi, à titre personnel, je pense que c'est une erreur. En réalité, si on a ces mauvaises habitudes, on n'est pas maso. On les a parce qu'elles nous apportent un bénéfice. Que ce soit trop de nourriture, trop d'alcool, trop de travail, trop d'écran, finalement, le mécanisme est le même. C'est ce qu'on appelle en anglais un coping mechanism. Un mécanisme comportemental qui nous permet en fait de supporter une tension. Et là d'ailleurs je vous ai ramené quelque chose. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez? Un bracelet anti-stress. Alors c'est un élastique. C'est un tout simple élastique. C'est juste un élastique, Morgane. Et les auditeurs ne me voient pas, mais je suis en train de tirer très fort sur l'élastique. Et pour que l'élastique craque, il faut vraiment que je tire très 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 fort. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Si maintenant je laisse l'élastique au creux de ma main, qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien. L'élastique vivra plus longtemps que nous trois réunis. Et en fait, c'est ça finalement. Tous ces mécanismes, trop manger, trop boire, trop passer du temps sur les écrans, c'est une façon de supporter la tension. Donc, soit on se dit comment se débarrasser de tout ça et comment faire pour que l'élastique résiste, soit on se dit comment faire pour réduire la tension. Et les vacances, c'est aussi l'occasion de ça. C'est un moment où naturellement on a plus de temps, moins de contraintes, donc moins de tension. Donc ça peut nous permettre justement de prendre du recul sur notre vie, sur le reste de notre vie. L'élastique est moins tendu. L'élastique est moins tendu. Oui, la tension, il faut pas l'évacuer, il faut juste pas la susciter, quoi. Il faut pas être tendu, quoi. Et l'été et les vacances, c'est ça. Ça offre une parenthèse pour prendre le recul nécessaire sur notre quotidien et se demander mais pourquoi ça tire. Alors Anne Lefebvre, qu'on a retrouvée, vous êtes avec nous de nouveau, Anne. Merci. Anne Lefebvre, on parlait des comportements et notamment des adolescents et des enfants avec les écrans. C'est normal, ils sont nés avec, alors que souvent, au-dessus de 40 ans, on s'y est adapté à un moment donné. Quel est le mécanisme au fond? Est-ce que c'est comparable à ce circuit de la récompense qu'on a avec une alimentation un peu débridée? Oui, tout à fait. C'est le même mécanisme qui a été utilisé dans le marketing et dans le neuromarketing, avec une collaboration de psychologues cognitivistes pour
contribuer à de la consommation, à la surconsommation. Hein, ah oui, d'accord. Par le biais de l'activation du circuit de la récompense et de la sécrétion de dopamine. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, est-ce que ça ne se double pas d'un problème de distanciation avec le réel? On l'a vu dans certaines affaires terribles de meurtres de masse, souvent des joueurs vidéo qui ne font plus la différence entre les jeux vidéo de massacre, hein, il faut les appeler comme cela, et la réalité. En tout cas, ça fait une bulle de néo-réalité, c'est sûr, et c'est ce qu'ils recherchent les adolescents qui, pour X raisons en famille, sont coupés de la communication familiale et donc se réfugient dans une bulle, en effet, qui exclut l'école, qui exclut les conflits familiaux. C'est-à-dire un univers qu'on se crée, au lieu de vivre dans le réel, dans l'univers, dans le monde qui nous entoure. Oui, un univers qui nous est proposé. Oui, justement, en parlant d'univers virtuel, aujourd'hui, existe-t-il des statistiques concernant l'addiction aux écrans? Est-ce qu'ils touchent plus les joueurs de jeux vidéo, comme on vient de l'évoquer, ou alors les utilisateurs de réseaux sociaux? Je pense que c'est les deux, hein, et que typiquement les jeux vidéo seraient plutôt genrés masculins et les réseaux sociaux genrés féminins sur le plan sociologique. On fait un petit stéréotype de genre là, mais on a le droit là, en l'occasion. Si c'est basé sur les études. Il y a des chiffres à l'appui, effectivement. Voilà, c'est ça, mais il peut y avoir évidemment l'inverse, mais sociologiquement, c'est quand même assez typique. Assez marqué, oui. Voilà. Oui, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est intéressant. D'ailleurs, je m'étais jamais posé la question, moi qui suis un père de filles, c'est vrai que je les vois pas sur des jeux vidéo, et notamment pas des shoot 'em up dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une sociologie qui est très, très genrée sur l'utilisation des écrans. Oui, tout à fait, qu'on constate, enfin, qui est produite par les fabricants de jeux vidéo. Oui, c'est ça, les scénaristes qui ciblent, en définitive, des cibles dans la population. Cibler des cibles, c'est très fort. On l'a entendu, Vincent. Oui, j'ai vu votre regard, Morgane, je me suis repris, enfin, en tout cas, je me suis excusé. Hein. Oui, bien sûr. On parlera avec Anne Lefebvre, justement, pendant les vacances. Est-ce le moment où on s'adressera aux parents? Est-ce le moment de couper les écrans, de tout éteindre pour les enfants? Est-ce que cela va créer une frustration? Parlons d'abord des auditeurs et des votes, si vous le voulez bien, Morgane, Vincent, puisqu'on vous a posé la question sur Twitter et YouTube. Vous, est-ce que vous arrêtez, vous changez d'habitude, de mauvaises habitudes pendant les vacances? Profitez-vous des vacances pour cela? Ou au moins les freiner? Eh bien, la réponse est non. À 85%, les vacances, non, on n'en profite pas pour changer nos mauvaises habitudes. C'est drôle, c'est comme si je voyais écrit en filigrane, foutez-nous la paix, quoi. Non, c'est les vacances, laissez-nous tranquilles. On verra avec nos spécialistes si c'est pas le bon moment, au moins, comme on vous l'a dit, pour faire le point et pour se préparer pour la rentrée. Allez, on se quitte 2 minutes, le temps d'une petite addiction, et puis on se retrouve pour continuer le débat. Sud Radio, les routes de l'été, Vincent Ferniaud. Question d'été. La question d'été, c'est est-ce que le moment des vacances est celui où on va prendre des bonnes résolutions et les tenir? Essayer de se libérer de nos mauvaises habitudes, tant en termes d'écran, tant en termes d'alimentation, de mauvaises pratiques. Je pense à fumer, évidemment, parce que c'est souvent un temps où on va essayer d'être en lien avec la nature et peut-être de se faire du bien. En tout cas, vous pouvez donner votre avis au 0826 300 300. On attend vos appels. Avec nous en studio, Johan Averdi, qui est coach de vie, spécialiste de l'alimentation émotionnelle. Elle nous a expliqué ce que c'était tout à l'heure. Et Anne Lefebvre au téléphone, psychologue clinicienne, présidente de l'association Alerte. Oui, excusez-moi, j'ai réveillé Morgane qui s'endormait gentiment. Et Alerte est notamment sur nos écrans un spécialiste aussi de cette relation entre les enfants, les adolescents et leurs écrans. Johan Averdi, vous nous avez expliqué que l'alimentation est évidemment un sujet majeur, et notamment en vacances, puisque on change de lieu en général, on change de rythme, censément on change d'alimentation, parce que aussi l'alimentation d'été, surtout en temps de canicule, elle va être plus légère, hein, on va moins prendre de calories. Alors je dirais surtout que l'été, c'est effectivement le moment de ralentir, et c'est un moment aussi de reconnexion à soi-même et aux autres. Les corps se dénudent, il fait plus chaud, on ralentit, on a moins de contraintes. Donc c'est aussi et surtout l'occasion d'écouter les signaux alimentaires. Parce que ça, c'est quand même la base, on a tendance à l'oublier. Mais en vrai, il n'y a pas de lion obèse ni de girafe en surpoids dans la savane. Et ils n'ont pas de diététicien. Donc quand je dis ça, on me dit oui, mais ils sont très actifs. C'est faux. Un lion, ça dort littéralement 23 heures par jour. Et quand
ça à la dalle, ça va se faire une petite antilope. Et c'est la lionne qui la ramène. Hein. Oui, c'est ça. Exactement, donc ça n'a rien à voir. Simplement, ces animaux sont connectés à ces signaux naturels de la faim et de la satiété qui sont en fait les meilleurs mécanismes de régulation de notre poids. Oui, mais ils n'ont pas à disposition des rayons de grande distribution bourrés de paquets de biscuits et de bonbons, par exemple. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que vous parlez de la faim. La faim, elle est parfois un petit peu trompeuse. Quand on voit quelqu'un se ruer sur des aliments de ce que je viens de citer là, c'est-à-dire des douceurs, on va dire, hein, pour faire général. Moi, je le vois avec mes enfants. Parfois, je dis j'ai faim. On va sur le plat. Alors je dis c'est pas que t'as faim, c'est que t'as envie d'un gâteau. Ce qui n'est pas la même chose. Hein. C'est complètement différent. Les envies de manger émotionnelles, c'est quelque chose de complètement différent. Et effectivement, quand on a envie de manger, non pas par de la faim physiologique, mais pour une autre raison, qui est généralement émotionnelle, mais en fait, on devient insatiable. Parce qu'il n'y a que l'estomac qui peut être satisfait par de la nourriture physique. Les autres faim d'amour, de sécurité, de connexion, etc., ben ça, en fait, ça ne sera jamais satisfait par de la nourriture. Jamais. La plaquette de chocolat n'aura jamais de bras pour vous faire un câlin. Mais si on est entouré d'une famille aimante, d'amis, d'amour, et qu'on est aimé, jamais le cœur ne sera rassasié ? Alors le cœur justement est rassasié, mais en général, moi en tout cas c'est ce que je vois dans ma clientèle, les personnes qui viennent me voir sur ces sujets, hein, qui mangent, qui sont insatiables, ont bien identifié en fait qu'elles ne mangeaient pas pour des raisons de faim physiologique, qu'il y avait autre chose. Et la clé c'est vraiment ça, c'est de pas forcément rejeter nos comportements, mais de comprendre leurs racines et d'aller vraiment guérir la racine des choses. Excusez-moi de vous poser la question, si j'ai envie de sucre, parce que peut-être j'ai un stress, ou parce que je suis inconfortable, ou parce que j'ai des soucis, hein, on va dire simplement, vers quoi je peux me retourner pour ne pas prendre de sucre, par exemple ? Alors j'ai envie de dire, en fait, ce mécanisme que vous décrivez, il est complètement humain et complètement normal. Ce qui devient anormal, c'est quand vous avez mangé vos 3 petits gâteaux ou votre glace parce que vous en aviez besoin, et que derrière vous mettez à culpabiliser. Et que vous vous dites, demain, c'est régime. J'ai mal agi, vous culpabilisez, et derrière, c'est plus 3 gâteaux que vous mangez, c'est tout le paquet. C'est plus une boule de glace, c'est tout le pot de glace. Vous avez étudié ma vie ou quoi ? Non mais elle est la vie de beaucoup de monde. Hein. C'est l'équilibre à trouver. L'excès est mauvais dans tout. On parlait de sport, l'excès de sport aussi peut faire du mal. Ouais, enfin moins mal quand même que l'excès de glace. Hein. Et l'excès d'écran aussi. Anne Lefebvre qui est au téléphone avec nous peut nous en parler. Est-ce que l'écran en général est mauvais ? Est-ce qu'il faut arrêter totalement l'écran ou que en cas de nécessité appeler quelqu'un, ou alors le divertissement sur écran est-il quand même bon pour nous ? Non, bien sûr, il ne s'agit pas du tout de supprimer les écrans. Il y a des tas d'usages tout à fait intéressants au plan de la créativité, de l'information et du partage des connaissances et de rapprocher des personnes. Mais quand vous dites créativité, excusez-moi Anne, ça sous-entend une certaine interactivité. Il y a l'écran qu'on regarde et puis il y a l'écran sur lequel on travaille, c'est pas le même, c'est ce que vous êtes en train de dire ? Oui, tout à fait. Il y a des logiciels de développeurs qui permettent la créativité en musique, en graphisme, etc. Donc, il ne s'agit pas de critiquer tout ça. Il s'agit de critiquer la part problématique pour la part des personnes qui finissent par en avoir un usage exclusivement délétère, c'est-à-dire prenant sur le sommeil, prenant sur la communication familiale, prenant sur la réussite scolaire, prenant sur les connaissances, etc. Voilà. Donc, et ça concerne, disons, 20% d'une classe d'âge. Alors, je suis, on va prendre le cas de quelqu'un de lambda qui est père de famille ou mère de famille en temps de vacances avec ses enfants, jeunes enfants ou adolescents. Je veux les détacher de leurs écrans, c'est pas toujours facile. Est-ce qu'on doit aller jusqu'à la contrainte, c'est-à-dire tu sors dehors, tu fais du sport avec moi, je t'emmène, on va visiter tel musée, etc. Je ne sais pas, ou est-ce que c'est perdu d'avance ? Si vous faites la contrainte le moment venu, ça va être compliqué. Si vous préparez tout le monde sur on va avoir une opportunité de faire autre chose et on va définir ensemble les choses qui nous feraient plaisir à faire, ça peut être des choses extrêmement simples, d'aller faire des courses ensemble au marché, de préparer ensemble des repas, de faire de la lecture à voix haute pour tous, de faire une activité sportive partagée, etc. Oui. Si ces activités alternatives, on les détermine ensemble au préalable, on aura un plaisir groupal, on aura un plaisir familial qui sera autant plaisant que des écrans. Et on peut
conserver un temps d'écran perso à tel moment de la journée. Alors moi qui suis d'un temps d'enfance antédiluvien, je me souviens qu'en voiture, il y avait un vrai sujet. Mon père nous faisait jouer aux plaques minéralogiques à l'époque où il y avait les départements, où il fallait trouver les chefs-lieux, etc. C'est pas mal, ça apprend la géographie de la France. Aujourd'hui, on n'a pas ce recours et souvent, les enfants derrière sont sur leur écran au lieu de regarder le paysage, même simplement. Ça, c'est dramatique, non ? Ça, c'est tout à fait dramatique et je pense que toutes les familles qui auront expérimenté ce genre de choses auront expérimenté une colère, après une vive et énorme colère qui est liée à la surstimulation du flux sensoriel des écrans. Ah, vous voulez dire qu'en plus, on en fait des hyperactifs de nos enfants ainsi ? Des hyperactifs, peut-être pas, mais vous avez une fatigue neuronale qui est liée à plusieurs heures de flux. Trop de stimuli, quoi. Trop de stimuli visuels et auditifs. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'on conseille de pas trop faire d'écran, justement, d'utiliser les écrans avant de dormir, puisque c'est encore plus mauvais pour le sommeil. Anne Lefebvre, vous êtes donc psychologue. Parmi vos patients, j'allais vous demander, sans briser le secret professionnel, mais que leur conseillez-vous ? Est-ce qu'il faut organiser le temps d'écran, le temps familial, comme vous venez de le dire, en vacances, ou mettre aussi en place une routine pour la rentrée ? Quel est le meilleur moment pour commencer en fait cette organisation ? Moi, je dirais que le meilleur moment, c'est le moment où on achète les écrans, c'est-à-dire fixer des règles avant de s'équiper, ou au moment de s'équiper, et faire évoluer ces règles en fonction de l'âge des enfants. Donc ça veut dire qu'on passe un contrat, excusez-moi, avec ses enfants au moment de l'achat ? Il faut expliquer quels en sont les usages et se mettre d'accord là-dessus, pour que ce soit un sujet de conversation, de communication avant de les introduire. Ensuite, il y a des règles qui sont les règles de base des pédiatres nord-américains, qui est effectivement de préserver le sommeil. Pourquoi est-ce qu'on veut préserver le sommeil ? C'est parce que pendant le sommeil, le cerveau trie, engrange, fixe toutes les connaissances qu'on a fait dans la journée. Donc ça fait partie des apprentissages. Et donc tous les enseignants vous diront que c'est la règle de base et que tous les enseignants qui seront main dans la main avec les parents pour essayer d'avoir une bonne hygiène avec les écrans avant de dormir, iront ensemble vers la réussite scolaire de leurs enfants. Donc le sujet de la dette du sommeil, elle est tout à fait fondamentale. On dit aussi pas d'écran à table. Pourquoi ? Parce que parce que plus de communication, déjà. Voilà. Exactement. C'est terrible. Pour préserver la communication familiale. La commensalité, c'est indispensable. On dit pas d'écran avant d'aller à l'école. Pourquoi ? C'est juste parce qu'on a épuisé le cerveau avec un quart d'heure de dessin animé intense, intensément. Voilà. Et donc aucune maîtresse sera aussi attentive que Bob l'éponge. Et il vaut mieux être focus sur ce qu'on apprend que sur ce qu'on reçoit. L'écran, il va solliciter l'attention secondaire et pas l'attention focalisée qui est nécessaire pour l'apprentissage. Voilà. Donc c'est des habitudes comme ça. Pas d'écran dans la chambre pour les petits ou pas de smartphone pour les ados avant de dormir. Mais tout ça est très contraignant de la part des parents vers les enfants. Et ils ont peur d'être détestés en fait de leurs petits. Je pense que c'est des règles qu'il faut discuter avant tout ça et il faut les pratiquer en tant qu'adulte. Oui, c'est ça, il faut montrer l'exemple. Il faut montrer l'exemple, il faut que toute la famille soit sous ce régime-là et vérifier que chez les copains, il y a le même problème et qu'on peut résoudre de la même façon ce genre de problème. Mais ça veut dire aller jusqu'à, par exemple, pour les générations des parents et des grands-parents, par exemple, laisser un peu tomber simplement le téléphone pendant les vacances ? Ce qui est problématique dans le téléphone, c'est Internet, c'est les notifications sans cesse. Donc on peut déjà couper les notifications, prévenir le les push, copains, ce qu'on appelle le push, qui vous vient et que vous n'avez pas demandé, quoi. Voilà, exactement. Et prévenir les copains qu'on sera un peu off. Voilà. D'accord. Et qu'on a d'autres choses à faire. Ça peut être la lecture. La lecture. C'est un temps différent. C'est un temps différent qu'on prend pour soi. Extrêmement important aussi dans le développement de l'enfant. Johanna Verdi, vous qui êtes coach de vie, on parle plus d'alimentation, mais pas seulement, c'est nos comportements en vacances. Est-ce que, comme le disait Anne Lefebvre, vous le sous-entendez, il faut en fait poser des règles, presque les écrire, passer un contrat familial avant de partir en vacances en famille ? Alors,
Moi, tous ces termes de contrat, je trouve que ça sonne comme un contrat, un cadre contraignant. Donc, est-ce qu'on n'en a pas besoin parfois, rien que pour s'y conformer soi-même? Ça laisse entendre qu'il y a un jugement négatif sur nous-mêmes, qu'on fait mal les choses et qu'on a besoin de se recadrer et de mettre des règles. Moi, je pense que c'est surtout une invitation à s'interroger sur nos comportements le reste de l'année. Est-ce que quand, par exemple, on est avec nos enfants le soir après le boulot, on est vraiment avec eux? S'ils trouvent autant d'attrait dans leur téléphone, c'est peut-être que nous aussi, en tant que parents, on ne leur apporte pas ce dont ils ont vraiment besoin. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des attentes. Et vous, en tant que coach de vie, quels sont les outils que vous utilisez avec ceux que vous recevez pour les accompagner, pour si c'est pas un contrat écrit ou un contrat moral et oral, quels outils vous utilisez, quel support par exemple? Alors en fait, on travaille vraiment par un échange déjà conversationnel. Moi, je travaille beaucoup en coaching de groupe, c'est-à-dire qu'il y a une interaction, une dynamique entre des personnes qui en fait rencontrent les mêmes difficultés, partagent leurs histoires, leur background un aussi. peu thérapie de groupe. Exactement. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'il y a un effet miroir. Les histoires des uns résonnent chez les autres et ça permet aussi de faire remonter des sujets qu'on n'avait pas identifiés soi-même mais que les autres verbalisent. Pour autant, Anne, est-ce que j'ai bien compris que vous êtes non pas en opposition, mais sur deux versants de la même montagne. Le but, c'est pas aussi de se reconnecter à ces enfants, parce que c'est souvent une affaire générationnelle, ces problèmes de comportement, le comportement en famille. Le temps des vacances, c'est celui au moment, c'est celui de se reconnecter à sa famille, donc aux générations d'en dessous. On n'a pas tellement envie d'être contraignant. Vous comprenez ce que dit Johan? Moi, j'ai pas parlé de contrat. C'est vous qui avez parlé de contrat. Oui, parce que j'ai senti que c'était sous-entendu. Oui, mais non, le dialogue, à un moment, il faut poser des jalons, peut-être, quand même. Puis, moi, ce que je vous ai dit, c'est plutôt des contrats au moment où on achète. Oui, c'est vrai. Des contrats, c'est-à-dire une discussion au moment où on achète. Pourquoi on achète ça? Pour quel usage? À quel moment? Et quels seraient les... Mais au moment où on part en vacances, c'est presque un achat de temps d'espace avec le transport, etc. On dit on va aller dans une maison, ou on va aller dans un camping, ou on va aller dans un hôtel, un camp de vacances. Et on dit au camping, il y aura des activités pour les jeunes, il y aura la piscine, il y aura les temps de soirée, il y aura tout ça qu'on pourra faire ensemble ou pas ensemble. On va définir ce qui pourra nous faire plaisir. Bon. Autrement. Morgane, est-ce qu'on a l'avis des internautes? Est-ce qu'il a évolué sur Twitter? Pour l'instant, non. Seuls 15% de nos internautes de Sud Radio disent oui, on veut bien profiter des vacances pour changer d'habitude, de mauvaises habitudes. Mais non, c'est plus de 85%, près de 85% qui nous disent non, on reste comme on est et surtout on profite du moment. Mais ça fait un peu le jeu de ce que nous disait Johanna Verdi, c'est-à-dire au fond, on n'est pas à jeter entièrement à la poubelle le reste de l'année. C'est peut-être juste le moment de s'interroger sur sa vie qui en vacances ne doit pas être tellement différente de celle du reste de l'année, parce que c'est un tout, Johan. Et de lâcher prise en fait sur nos exigences et nos jugements permanents. Sur soi-même notamment, sur les autres évidemment, mais sur soi-même aussi. En premier lieu, l'humain a vraiment cette capacité en fait à se dénigrer, à se juger, à se critiquer, et en fait c'est là-dessus aussi qu'on doit lâcher prise, sur cette appétence toujours pour se trouver quelque chose qui va pas, quoi. Oui. Et si tout allait bien finalement, le fameux verre à moitié plein, si on pouvait le regarder, on peut être pessimiste mais il faut se soigner, quoi. Donc les vacances pour la prise de conscience et la rentrée pour mettre en application tout ce sur quoi on a réfléchi. Ou l'année prochaine, à partir du 1er de l'an. Je reviens vous voir le 31 décembre. On en reparle. Très bonne idée. Merci beaucoup Anne Lefebvre d'avoir été avec nous. Merci Johanna Verdi. Vous sortez un livre à la rentrée, je crois. Exactement, le 1er septembre, un livre qui s'appelle Mon cahier, les kilos émotionnels, et qui va être complètement dédié à ce sujet. Pourquoi on mange nos émotions? Qu'est-ce qui se passe en nous? Quelles sont les racines de notre relation à la nourriture et comment en guérir? Et ben voilà, très bien, comme ça le 1er septembre, on prendra les vraies bonnes résolutions alimentaires. Pour l'instant, on se laisse un petit peu aller, c'est normal, on est sur les routes de l'été. Et en parlant de résolutions alimentaires, on va en parler demain également, Vincent. Oui, c'est vrai, puisque c'est la journée mondiale de la malbouffe. Enfin, j'espère que c'est la journée mondiale contre la malbouffe. Contre la malbouffe et plutôt de la bonne bouffe d'ailleurs. On en parlera avec un tout petit peu. On en parlera avec qui demain? Avec deux autres spécialistes du sujet de la malbouffe, de pourquoi elle nous attire autant et comment la limiter.
Et on saura même s'il y a une bonne malbouffe. Ah oui, c'est possible. Hein. Rien n'est simple, rien n'est écrit. Allez, on se retrouve dans une minute pour partir en balade, d'abord en forêt, hein, avant d'aller dans le Béarn et le Pays Basque.